Bonjour et bienvenue sur cette cinquième conférence Indigen Education que nous consacrons avec le concours de la FNEJ et l'Acadème, conférence organisée par le cabinet Edouard Visori, à la question de la faculté. Alors, vous le savez, évidemment, dans une école, dans une université, la faculté porte la réputation académique, l'expérience d'apprentissage, les expertises qui contribuent à la distinction, l'impact. La qualité, les exigences de taux d'encadrement, sa performance sont au cœur des évaluations des agences d'accréditation, qu'elles soient nationales ou internationales. Les règles de gestion et les statuts ont créé des cadres de fonctionnement efficaces par le passé. Mais ces derniers sont-ils adaptés au contexte changeant auquel les établissements d'enseignement supérieur et de recherche font face? Comment piloter la faculté pour créer du collectif, pousser à l'engagement? Comment mesurer les contributions autres que les contributions à la recherche? Comment gérer les nouveaux enjeux liés à la digitalisation? Comment créer plus d'impact avec la faculté et à l'ensemble des communautés? Voilà un certain nombre de sujets dont nous allons parler maintenant avec mes trois invités. Valérie Moati, qui est doyenne de l'ESCP, Aude Deville, qui travaille et qui est professeure à l'IONIS et surtout qui dirige la section 6 du CNU en sciences de gestion, et René Ciré, qui est directeur de l'École supérieure d'agriculture d'Angers. Je vais commencer par vous, Aude, parce que finalement, vous êtes en plein dans l'actu. Si on peut faire le point où on en est aujourd'hui sur, on va dire, la réforme de la qualification des professeurs avec le CNU. Je crois qu'il y a encore de l'actualité ce matin. Je vous remercie beaucoup. Donc, tout d'abord, je préside le Conseil national d'université pour la section 06, sciences de gestion et du management. Donc, le CNU a différentes missions. Donc, la qualification est une de ces missions. Donc, je vais peut-être d'abord rappeler qu'est-ce que la qualification. Donc, il existe deux types de qualification. La première, c'est la qualification pour entrer en fonction maître de conférence. Et la seconde, c'est la qualification 46.3, donc qui permet un changement de grade. Donc, il s'agit de collègues qui sont maîtres de conf, titulaires, ou de collègues étrangers, ou de collègues qui viennent d'écoles de commerce ou d'institutions privées qui viennent demander une qualification 46.1 pour pouvoir postuler à des postes donc de professeurs des universités. La qualification est une liste d'aptitudes et ensuite les comités de sélection locaux par université sélectionnent, comme ils l'entendent, leurs candidats. Pour vous donner un ordre d'idée, nous traitons environ 460 dossiers de qualification maître de conférence par an et le taux de qualification est de 50%. 50%, on a réalisé par hasard, parce que l'an dernier, c'était notre première campagne de qualification pour donc, la nouvelle mandature CNU. Au centième près, on avait le même pourcentage que le CNU précédent. Donc, chaque année, ce pourcentage de 50%, il est stable, même si on ne le fait pas exprès. Et donc, j'ai relevé qu'en 2020, il y avait 80 postes de maître de conférence. En 2019, il y avait 78 postes de maître de conférence. Donc, en gros, il y a 70-80 postes de maître de conférence chaque année. Sur le marché, avec la sélection de la qualification de 50%, donc 460, vous rapportez à 50%, ça fait environ 260, 230 collègues qualifiés qui vont postuler sur 80 postes. Donc, le choix existe et d'année en année, il y a du stock de candidats qui cherchent à entrer à l'université sur un poste fonction maître de conférence. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole, simplement pour dire que il est important de considérer l'action en termes de vivacité et dynamisme au sein d'une discipline du CNU. C'est-à-dire que le CNU fixe des critères pour obtenir la qualification maître de conférence, pour obtenir la qualification professeur. Pour la qualification maître de conférence, on va essayer d'analyser, de tester, d'estimer si le dossier est celui d'un candidat qui est capable de faire de la recherche. Pour la qualification professeur, on va regarder si le dossier du collègue ou du futur collègue est capable d'encadrer de la recherche. Et donc, on va regarder les trois dimensions du métier d'enseignant-chercheur, que sont la recherche, la pédagogie, l'engagement institutionnel et scientifique local et national. Donc là, c'est par exemple directeur de laboratoire, directeur d'école doctorale, directeur d'institutions type IAE, vice-présidence
vice-présidence dans les universités ou présidence, pourquoi pas, présidence d'associations savantes, d'associations scientifiques, délégués scientifiques, président de comité d'évaluation HES, etc., membre du CNU. Voilà, tout ça, c'est les engagements collectifs et scientifiques. Et donc, on va regarder sur des critères. Par exemple, pour la qualification maître de conf, la première exigence va porter sur la qualité de la thèse. La qualité de la thèse, elle est estimée à la lecture de la thèse et en regardant les rapports de présoutenance et de soutenance. Ensuite, on va demander si le collègue il a compris la communauté académique. Donc, il va falloir qu'il ait au moins soumis un papier, voire publié un papier, participé à des conférences de référence nationales et internationales, et aussi qu'il soit lui-même affilié à une société savante ou une association scientifique. Ensuite, la pédagogie, on va demander qu'il ait fait des cours. Et pour l'engagement institutionnel, il est plus difficile lorsqu'on est doctorant d'avoir un engagement institutionnel. Néanmoins, on va regarder s'il a participé à l'organisation de congrès, s'il participe au conseil de son école doctorale, de son conseil de labo, s'il a participé à des jurys de recrutement d'étudiants, mais aussi de soutenance de mémoire. Voilà. Donc, et bien sûr, ces trois dimensions montent en puissance. On va avoir plus d'exigences sur le côté encadrement de la recherche pour la qualification professeur. Et ces critères de reconnaissance et de valorisation du métier d'enseignant-chercheur est forcément disciplinaire. Forcément, on n'a pas les mêmes. L'exigence sur la publication va se traduire en sciences de gestion sur des papiers publiés dans des revues classées, FNEL, CNRS, HERS, mais aussi de la production d'ouvrages, mais aussi de cas pédagogiques, mais aussi de textes qui ont un impact dit sociétal, The Conversation, Le Monde, enfin voilà, tout ce qui est aussi finance et gestion, par exemple la revue de DAF, les contrôleurs de gestion, voilà, tout ce qui permet une reconnaissance sociétale. Donc on va regarder cet ensemble-là. Et c'est propre aux sciences de gestion. Les supports de publication sont différents forcément en géographie, en mathématiques, en climatologie ou en histoire. Donc c'est important qu'il y ait ce regard de reconnaissance et valorisation disciplinaire. Juste, donc là, on comprend le rôle du CNU. Ce qui change, c'est que maintenant, le CNU n'aura plus à donner son imprimatur pour devenir professeur. Les universités vont pouvoir recruter en direct. C'est un peu ça le changement qui pourrait arriver? Alors, le changement, c'est ça. C'est-à-dire que, alors, le décret n'est pas sorti, donc on ne fait que des hypothèses. D'accord? Le décret n'est pas sorti. Il faut savoir que c'est une expérimentation. Donc, normalement, il faut laisser la possibilité à ce qu'elle échoue. Sachant qu'il y a une expérimentation en sciences de gestion sur le concours d'agrégation, il y a eu un rapport HERS de publié et on attend les retours sur cette expérimentation et sur les conclusions du rapport HERS qui sont extrêmement claires sur la communauté aimerait, la communauté sciences de gestion aimerait l'organisation du concours d'agrégation du supérieur. C'est un dispositif national de reconnaissance aussi des valeurs de collègues qui permettent, c'était une espèce de fast track pour les jeunes collègues parce que avant l'expérimentation, l'âge moyen pour passer professeur en sciences de gestion était 34 ans. Ça fait 5 ans qu'on n'a plus le contingentement, on est passé à 44 ans. C'est en la défaveur des collègues. Voilà, donc c'était une parenthèse. Donc c'est une expérimentation qui ne concerne donc sciences de gestion, droit, sciences économiques, sciences politiques. On perd la qualification professeur, mais on va garder la qualification de maître de conférence. Sachant que comme c'est une expérimentation, il faut que les universités demandent à vouloir faire partie et votent la demande de vouloir faire partie de l'expérimentation. Pour l'instant, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'universités de CAC qui disent on ne veut pas faire partie de l'expérimentation. Ensuite, si le CAC et l'université d'accord demandent l'expérimentation, ce que j'ai compris, c'est que le ministère allait regarder les dossiers et les universités qui veulent se passer de qualification de cette liste d'aptitudes disciplinaires évaluée par les pairs, les collègues du CNU, donc les universités qui n'en veulent plus vont devoir mettre en place un protocole de recrutement et le montrer au ministère. Et ce protocole de recrutement va devoir être validé ou invalidé ou discuté, négocié avec le ministère. Ce qu'il faut dire, c'est que jusqu'à présent, il y avait beaucoup d'universités qui recherchaient des labels internationaux sur les bonnes pratiques. Et il y a forcément une case recrutement. Et les auditeurs internationaux voyaient plutôt d'un bon œil ce recrutement à deux têtes, national qui garantissait une compétence et une expérience disciplinaire reconnue par des pairs, puis un recrutement local qui servait des besoins locaux en termes de recherche et de pédagogie et d'investissement institutionnel. Et donc, c'était plutôt assez bien vu parce que ça assurait une espèce de déontologie et d'éthique, c'est-à-dire qu'il y avait une labellisation disciplinaire puis un recrutement local. Donc ça, on le perd malheureusement.
voilà, on le perd malheureusement avec la réforme. Le danger, j'entends, c'est le localisme, entre guillemets, qui est qu'on recrute ses amis plutôt que des personnes parfaitement qualifiées. C'est quoi le danger de la réforme? Alors, le danger de la réforme, c'est déjà, je pense, une perte pour l'étudiant. Ça, personne ne le dit. Avant de parler de recrutement, je pense que c'est une perte pour l'étudiant. C'est-à-dire que les collègues, toutes disciplines confondues, avaient une certaine homogénéité de compétences en recherche et en savoir, en connaissance, en expérience et en gestion. Nous, on teste aussi la pédagogie, l'engagement institutionnel. Ça, après, ce sera des critères locaux, ce sera différent. Alors, j'ai un collègue un peu espiègle qui m'a dit, c'est comme les labels bio. C'est comme si chaque agriculteur allait définir c'est quoi mon label et essayer de le faire valoir par ailleurs. Donc là, il y avait un label qui était la qualification, qui valait pour tout le monde et qui était quand même un garant d'une certaine voilà, compétence et on reconnaissait des compétences disciplinaires. Donc le premier perdant pour moi, c'est l'étudiant, parce qu'il ne va pas savoir finalement si le collègue de sciences de gestion a été validé par des critères de sciences de gestion ou d'autres choses. Ensuite, l'idée du localisme. Alors, le localisme est un risque. Le localisme existe déjà. Mais en même temps, il y avait ce label, c'est-à-dire que même si vous recrutiez un collègue local, mais qui avait la qualification, ça portait moins à discussion parce qu'il avait le label, il était sur la liste d'aptitudes en termes de compétences et de reconnaissance des pairs. Après, ça peut porter à discussion, il peut y avoir suspicion en fait. Il y aura plus de suspicion, ça c'est certain. Et ensuite, il faut savoir que toutes les disciplines ne sont pas représentées, parce que c'est juste pas possible hein, en termes de management et de gestion, de la même façon au sein des universités. Il y a des gestions qui n'existent pas, des disciplines qui n'existent pas dans les conseils scientifiques. C'est normal, il n'y a pas assez de monde. Il y a plus de 70 sections CNU. Il n'y a pas 70 disciplines reconnues dans tous les conseils scientifiques des universités. Donc la question, c'est aussi en termes d'équité de traitement disciplinaire, on peut se poser la question. C'est-à-dire qu'il risque d'y avoir des disciplines maltraitées du fait d'une non-représentation simplement de leur pairs dans la prise de décision. Merci Aude pour toutes ces précisions. Je vais passer la parole à Valérie Moiti. Donc Valérie, vous recrutez des professeurs de gestion. Vous ne regardez pas trop le CNUC quand même, vous regardez la qualification, c'est important pour vous. Alors, bonjour, merci Olivier, bonjour à tous. Je suis moi aussi très, très contente d'être là. Et je voudrais rebondir. Alors, effectivement, on recrute des professeurs de gestion. Alors, déjà, on a la spécificité, nous, en tant que business school, d'être quasiment que sur la gestion, je dirais. Donc, la complexité n'est pas non plus la même. Et je comprends bien au niveau universitaire que ce soit beaucoup plus complexe à gérer en termes de discipline, même si on recrute aussi à la marge des professeurs de droit, etc. Mais on va en parler. Et je pense qu'on a un peu le même souci que ce que décrivait Aude de référentiel, en fait, mais qu'on applique un peu différemment. Donc, nous, non, nous ne passons pas par le CNU. Alors, on a un peu indirectement, je dirais, un lien avec le CNU du fait de nos doctorants, par exemple. On a beaucoup de doctorants qui peuvent avoir envie de faire des carrières universitaires et à qui on incite à postuler au CNU, etc. Donc, dans ce cadre-là, on peut avoir affaire à eux. Mais pour notre recrutement interne, en fait, on est plus sur le marché international et notre garant académique à nous, c'est le standard international des business schools. Donc, on a établi des critères internes, mais sur lesquels on veille absolument, que ce soit au niveau du recrutement, au niveau de ce qu'on appelle la tenure, hein, une titularisation avec un standard international des business schools, c'est-à-dire le jeune, entre guillemets, le jeune professeur qui a été recruté, professeur assistant, on doit remplir un certain nombre de conditions avant d'être confirmé dans l'institution. Et aujourd'hui, c'est jusqu'à 6 ans de période d'essai, entre guillemets, alors qu'il n'a pas de caractère légal, mais qu'on applique et pour lequel il y a un processus extrêmement clair, je vais y revenir, et aussi pour les promotions. Donc, la promotion au titre de professeur associé, puis de professeur tout court, ou full professeur, comme on dit en interne. Pour ça, on a des critères. Alors, comme je le disais, ils appliquent d'une part les référents internationaux, et parmi les référents internationaux, évidemment, il y a aussi des critères de l'université française, mais pas uniquement. Et puis, on demande aussi à des comités externes, éventuellement, de donner
leur aval, et notamment pour le processus de tenure ou de titularisation et la promotion en termes de full prof, on fait appel à des experts extérieurs du domaine extrêmement pointus, donc des chercheurs, des professeurs, en général des full professeurs, hein, surtout pour la promotion en tant que full prof, qui nous fassent une évaluation objective du dossier de promotion de tel ou tel collègue. Donc, on a aussi cette façon un petit peu différente, je dirais, mais d'avoir recours à des experts extérieurs. Et puis après, bon, je ne sais pas si vous voulez que je détaille ça, mais on a aussi un processus qui est extrêmement formalisé en termes d'implication des professeurs de l'institution sur les différents campus dans les différents domaines pour valider, plutôt au niveau du recrutement, hein, le profil de telle ou telle personne. Et parce que la spécificité de l'ESCP, la spécificité de l'ESCP, c'est d'avoir 6 campus en toute l'Europe, donc avec des recrutements forcément différents, des domaines différents, mais surtout des méthodes de recrutement très différentes, ou vous arrivez à homogénéiser tout ça? Alors, on essaye d'homogénéiser au maximum, c'est-à-dire, alors, 6 campus, en fait, on n'en a que 5 sur lesquels il y a un corps professoral permanent. À Varsovie, on n'a pas de professeur permanent, donc c'est Turin, Madrid, Londres, Berlin et Paris. Et oui, on a un même processus et des mêmes critères et un même comité, à la fois pour recruter, pour évaluer et pour promouvoir les professeurs des différents campus. Mais par définition, on est sur le marché international. Donc, on ne recrute pas des Français à Paris, des Italiens à Turin, même s'ils sont un peu surreprésentés, évidemment, parce qu'il y a des considérations personnelles. Mais je dirais que dans tous les cas, on recrute sur un marché international et il n'est pas rare, par exemple, qu'on ouvre un poste en finance, par exemple, je donne juste un exemple, sur plusieurs de nos campus, mais qu'on ait un même processus pour recruter à Madrid, à Berlin et à Paris, par exemple. Et donc, c'est un cas d'ailleurs qui se présente actuellement. Donc, on a reçu 150 candidatures internationales. On va les sélectionner à partir d'un certain nombre de critères. Bon, je peux revenir sur les critères principaux qui rejoignent là aussi ce qu'a détaillé Aude. Donc, évidemment, en termes de recherche, et non seulement de recherche académique, de publication, mais aussi de ce qu'on peut considérer être le potentiel de recherche, la visibilité académique avec ce que Aude appelle reconnaissance sociétale, mais que nous on parle de visibilité externe et d'impact de la recherche, des éléments sur la qualité de l'enseignement aussi. On essaye autant que possible de collecter des évaluations de cours des personnes qu'on recrute sur leurs expériences antérieures. Donc, on a tout un tas de critères comme ça, mais on applique les mêmes quel que soit le campus. Après, c'est plutôt les personnalités des candidats qui vont faire qu'ils ont… alors, à la fois les goûts, c'est-à-dire que pour des raisons familiales ou autres, certains peuvent avoir plus envie de vivre à Madrid qu'à Berlin, par exemple, et puis éventuellement aussi des personnalités, c'est-à-dire qu'on privilégie parce qu'on veut que les gens soient… Alors, ce qui nous différencie un peu d'un certain nombre d'autres business schools, les gens restent longtemps, hein, on a un turnover qui est vraiment faible, et parce qu'on aime bien les fidéliser, donc on considère que s'ils parlent un petit peu la langue locale ou s'ils ont vraiment l'envie de développer et de bien se sentir dans la culture locale, ça va faciliter leur intégration et leur permettre de s'épanouir mieux. Donc, il peut y avoir aussi des considérations comme ça qu'on prend en compte pour tel ou tel campus. Alors, on va passer la parole à René Ciré pour avoir un autre point de vue. Donc, on a eu l'université, une école de management, maintenant une école d'ingénieurs, une école d'ingénieurs à Angers. Juste pour nous définir un peu ce qu'est l'ESA, qui est moins connu que le SCP, forcément. Oui, merci. Bonjour à toutes et tous. Ravi également d'être avec vous. Donc, l'ESA, c'est l'École supérieure d'agriculture d'Angers, donc qui est une des 6 écoles en contrat avec le ministère de l'Agriculture, donc qui fait partie du portefeuille enseignement supérieur du ministère de l'Agriculture, avec les écoles publiques d'ingénieurs. Donc, l'ESA a pour la particularité, effectivement, je dirais, de couvrir un champ de formation allant du BTS, bien sûr, jusqu'au master, et avec la formation, je dirais la formation principale, la colonne vertébrale, qui est l'école d'ingénieurs. Donc, en termes de diversité à la fois de besoins en compétences, d'expertise,
mais également en termes de champ disciplinaire. J'entends bien la remarque sur les critères disciplinaires d'évaluation, hein, des compétences qui, moi, me semblent importantes. Et on voit bien les différences d'une discipline à l'autre en termes de prérequis pour, je dirais, être considéré comme compétent pour faire de la recherche ou de la formation. Nous, la problématique, c'est une réelle problématique, puisqu'on ne va pas recruter de la même façon, je dirais, un formateur ou un enseignant qui va être privilégié, enfin, qui va centrer son enseignement sur des formations BTS, comme on va recruter, par exemple, un enseignant-chercheur qui aura préférentiellement des enseignements au niveau du programme ingénieur, au niveau des masters, puisqu'on porte aussi, on est co-accrédité, on coporte avec l'Université d'Angers des diplômes national master. Donc, je dirais, c'est un vrai casse-tête. Donc, je dirais, en termes de recrutement, effectivement, pour nos enseignants-chercheurs, on va retrouver les standards, certains standards académiques, hein, donc effectivement, le doctorat qui est un prérequis. On regarde parfois certains candidats avec des doctorats affichent leur numéro de qualification au poste de maître de conférence. Donc, on le regarde. Pour nous, c'est aussi un critère, puisque c'est quelque part aussi une évaluation, entre guillemets, par les pairs universitaires. Donc, ça nous permet aussi d'évaluer la qualité du dossier. Et puis, on va regarder d'autres dimensions aussi, je dirais la dimension internationale, la dimension, la pratique de l'anglais. Ça, c'est une réelle problématique pour des écoles telles que les nôtres qui s'internationalisent de plus en plus. Donc, l'apprentissage des langues et la maîtrise des langues, ça, pour nous, c'est quelque chose qu'on regarde particulièrement. Et puis, c'est aussi, alors, de par la particularité, en fait, je dirais, de nos disciplines, hein, on va couvrir tous les champs, hein, donc de la production à la transformation, à la commercialisation, etc. Donc, on va retrouver des niveaux de compétences et d'expertise en technique, en biotechnique, en sciences humaines, en sciences de gestion, en sciences économiques. Et donc, on voit bien que, je dirais, c'est le panel des candidats qui peuvent, enfin, que nous recevons est très, très large. On va regarder aussi l'expérience dans le tissu socio-économique, puisqu'on reste une école quand même qui a, je dirais, la particularité d'avoir une certaine proximité avec le terrain, avec les entreprises, avec les acteurs socio-économiques des filières agricoles et de l'alimentation. Néanmoins, on est aussi un établissement qui est évalué pour son programme ingénieur, qui est accrédité par la commission des titres ingénieurs, avec un certain standard et un certain cahier des charges en termes de critères académiques. Et nous sommes aussi évalués par l'HCERS, où on va retrouver des indicateurs communs. J'entendais tout à l'heure, en tout cas dans votre introduction, le taux d'encadrement par étudiant, par des enseignants-chercheurs, le nombre de docteurs encadrés, le nombre d'HDR, etc., etc. Donc, pour nous, c'est vrai, je dirais, c'est un paradoxe. Hein. C'est à la fois être en proximité des acteurs de terrain, mais évoluer également avec des critères d'évaluation et des standards qui sont proches de ceux de l'université ou d'autres écoles. Voilà. Vous évoquez la gestion de la faculté, et on va en parler avec Valérie tout de suite après. Il faut gérer des professeurs de niveaux, entre guillemets, différents, qui ont des tâches différentes. Comme partout, il y a des professeurs, entre guillemets, les stars. Comment on fait pour gérer des profils si différents? Et puis, on reviendra aussi avec Claude de Ville là-dessus. Alors, dans un établissement tel que le nôtre, je dirais des stars, on en a besoin. Des stars, on en a besoin parce qu'effectivement, on a besoin d'enseignants référents reconnus à la fois dans le milieu académique ou de chercheurs référents également reconnus dans les instances autour des problématiques de recherche. C'est particulièrement important également pour le lien avec les entreprises, pour le lien avec les tissus socio-économiques. On en a besoin. Alors, la gestion, je dirais, on n'en a pas tant que ça. Donc, c'est ça, pour nous, on aimerait en avoir plus. Donc, la gestion, elle se fait au cas par cas en termes de, je dirais, en termes de carrière, en termes de valorisation qui peut être à la fois financière, en termes de responsabilité que l'on peut donner également à ce type de profil, donc responsable de département, responsable de programme de formation, responsable d'unité de recherche. Donc, je dirais ça, on a plusieurs leviers justement pour capitaliser en tout cas sur ces profils. Nous, on n'en a pas assez. Globalement, ça se gère plutôt bien et on les gère plutôt bien et on est dans une logique aussi
d'échanges gagnant-gagnant, puisque ce sont aussi je dirais des profils qui ont aussi une certaine autonomie et à qui on laisse aussi une certaine autonomie. Et je pense que c'est aussi un des critères qui est recherché par ce type de public. Valérie Moati, donc vous avez beaucoup travaillé ces dernières années sur la gestion de la faculté. Vous pouvez peut-être nous dire un peu dans quel esprit? Tout à fait, avec plaisir. Alors, nous, on en a quand même beaucoup des professeurs. Aujourd'hui, on est à 160 sur nos 5 campus. C'est vrai que ça demande un peu d'organisation, de processus. Et surtout, alors la notion de star, tout dépend comment on la définit, mais c'est vrai que nous, on n'est pas en quête de star, en tout cas pas au sens où je l'entends moi. C'est-à-dire, on est beaucoup sur la gestion du collectif, davantage que, pour faire un parallèle avec les équipes de sport ou autres, on ne recherche pas tellement d'avoir un nombre limité de stars et que ça dévalorise le reste du corps professoral, mais plutôt de mettre en valeur des excellences, et c'est là-dessus qu'on a beaucoup travaillé, qui soient variées. Parce que les années précédentes, depuis le développement assez important du corps professoral et notamment le développement de la recherche, on était face à un peu une dichotomie entre les différentes populations de l'école, avec un ressenti variable de ces différentes populations, et surtout le sentiment assez partagé qu'il fallait cocher à toutes les cases, quoi qu'il arrive. Quand je dis à toutes les cases, c'est être excellent en recherche, publier dans les meilleures revues, être excellent en pédagogie, être excellent en management de programme, avoir une très grande visibilité extérieure et être un bon citoyen en interne, puisque le côté collectif de l'école est quand même très, très important. Et on se rend compte que personne n'est capable de faire ça, en tout cas pas sur la durée et pendant la totalité de sa carrière. Donc l'idée, c'était comment valoriser des excellences dans les différents domaines, tout en permettant aux gens à la fois de s'épanouir personnellement, le côté bien-être dans l'institution est quand même très important, et en ayant des carrières évolutives, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes envies et les mêmes talents d'ailleurs quand on commence sa carrière dans les 10 premières années ou 20 ans après. Et le point que je n'ai pas mentionné, mais qui est quelque part dans la visibilité et dans le management, c'est aussi les relations approfondies avec les entreprises, le fait d'aller chercher des fonds, que ce soit pour la recherche ou pour développer des activités auprès de nos étudiants, qui sont de plus en plus importants du fait de notre situation de gouvernance, qui fait qu'on a quasiment plus de fonds publics et qu'on est autofinancé. Donc, de ce fait-là, avec une équipe de professeurs des différents campus, on a travaillé depuis maintenant 2 ans et demi sur un nouveau modèle de gestion de la faculté où on va faire évoluer le curseur sur notamment le temps qu'on passe sur ces différentes activités et la façon dont on est évalué. Et on a aujourd'hui un modèle qui est sous forme de test depuis le 1er septembre 2020, donc depuis très récemment, qui s'appelle ESCP. Je vais très, très rapidement vous expliquer ce que c'est. Donc, au départ, c'était pour équilibre. Donc, c'est le profil équilibre qui est notre profil historique où il y a à peu près la même part qui est attribuée à la recherche, à l'enseignement et à la gestion, à l'administration, etc. Et donc, où on a un enseignement qui est relativement important et des attentes en termes de recherche qui sont très bonnes, mais qui ne sont pas forcément au plus haut niveau. Ensuite, on a le profil S pour au départ scientifique, mais on a décidé de supprimer les étiquettes, entre guillemets, qui étaient assez mal vécues. Donc là, c'est un profil qui a moins d'enseignement, mais qui est très, très exigeant en termes de livrables recherche, donc vraiment des publications très, très régulières dans les plus grandes revues internationales. Ensuite, on a un profil dit C pour tout ce qui est visibilité extérieure, relations entreprises, publications plus grand public, ouvrages à fort impact, notamment sur le monde des entreprises. Et ensuite, on a un profil P, qui est un profil un peu émergent, qui n'a pas vocation à être énorme, mais où on a des professeurs très impliqués dans l'institution, notamment en termes de pédagogie, qui sont très innovants en termes de pédagogie et qui, eux, ont un plan de charge enseignement qui est plus important. Et eux, ce qu'on attend d'eux en termes de production intellectuelle, c'est du domaine de la pédagogie. C'est des manuels de cours, c'est des cas pédagogiques et c'est ça qu'on va valoriser. Et on peut tout à fait changer de profil au cours du temps.
Donc, tous les 3 ans, le profil d'une personne est révisé et va être évalué en fonction de là où il se trouve. Alors, encore une fois, c'est sous forme de test aujourd'hui. On a à peu près 30-35% des professeurs qui se sont déjà positionnés dans le test de façon volontaire et on va tester dans les 3-4 prochaines années avant d'ajuster et a priori d'étendre le modèle à la façon dont on gère le corps professoral. Justement, alors, Aude Deville, je reviens vers vous. La gestion du corps professoral, c'est un sujet toujours compliqué parce qu'il y a des professeurs qui sont plus des chercheurs, d'autres plus des enseignants. Il n'y a pas si longtemps de ça que dans la formation des maîtres de conférences, il y a une dimension pédagogique. Comment on trouve un équilibre entre ces différents types, on va dire, d'enseignants, et votre micro est éteint, Aude. Merci beaucoup, Olivier, de me faire la remarque. Merci beaucoup. En tout cas, c'était très intéressant tout ce que j'ai entendu. J'ai pris plein de notes pour rebondir. Alors, tout d'abord, je pense qu'il faut quand même réaliser que les dispositifs, les leviers d'action sur les carrières ne sont pas les mêmes à l'université qu'en école et qu'en école d'ingénieur. Et ça, je pense, discuter du profil des enseignants-chercheurs sans reconnaître cette différence et sans reconnaître les dispositifs propres à l'université, on se trompe de discussion. Donc, les dispositifs propres à l'université, il y a eu des stars en sciences de gestion. Les stars en sciences de gestion ont été reconnus par le concours d'agrégation. C'est-à-dire les stars, ils passaient professeurs à 30 ans, 32 ans, 33 ans. La moyenne, c'est 34 ans. Ce dispositif de reconnaissance de stars, malheureusement, est très affaibli. Donc, il faut savoir, donc je reprends du début. À l'université, on gagne tous le même salaire. Les salaires, vous pouvez les trouver sur Internet, hein, c'est des grilles. A priori, jusqu'à présent, on n'avançait pas en grade à l'ancienneté. On avançait grâce à sa compétence, à la reconnaissance des pairs du travail sur un profil équilibré. Hein, j'adore le mot bon citoyen, parce que c'est vraiment, je trouve, le bon mot. Bon citoyen, avec de la recherche et qui fait de la pédagogie. Les professeurs d'université et les maîtres de conf ont la même charge de cours, obligatoire. Et après, c'est chacun fait avancer ses curseurs. On ne gagne pas plus d'argent lorsqu'on est très bon. On n'a pas moins d'heures de cours quand on est très bon en recherche. On a tous la même charge de cours. On est tous payés pareil. Les grilles, c'est connu, c'est public, etc. Il y a un article du Monde le mois dernier qui a sorti que les professeurs d'université et maîtres de conf, universitaires en général, avaient 60% du salaire moyen de l'Europe, des autres universitaires en Europe. Donc voilà, on a 60% et on fait toutes les tâches de façon homogène et équilibrée. En sciences de gestion en tous les cas, mais je pense que c'est vrai pour beaucoup d'autres disciplines. Donc, les moyens de reconnaître les talents et de les garder, c'était arriver à les faire passer professeurs plus rapidement. On a perdu ce dispositif. Donc, comment rester attractif? La qualification, c'est une espèce de reconnaissance de la qualité. C'est-à-dire qu'il y a 50% des collègues qui ont la quali, 50% qui ne l'ont pas. On nous enlève cette reconnaissance. Donc, comment motiver les gens? Il n'y a pas de prime. On ne gagne pas plus d'argent quand on publie un papier. On ne gagne pas plus d'argent parce qu'on a des super ou des moins bonnes notes ou évaluations au retour d'étudiants. Donc, c'est là-dessus où je suis un peu perdue, sur le management des ressources humaines et du corps enseignant-chercheur à l'université. C'est ce qu'on avait comme dispositif, sachant que les salaires sont communs, les tâches sont communes en termes de définition, on nous les enlève. Passer professeur jeune, on ne l'a plus. Qualification, professeur, maître de conférence et 46 professeur, ce label, on le perd. Voilà, donc je suis un peu perdue sur la question. Parce qu'on n'a plus de levier de valorisation de reconnaissance. Comment motiver? Bon, alors on est tous croyants, hein, on a tous foi en notre métier. J'aime mes étudiants, on fait des visites d'entreprise, on fait de la recherche, on voit les collègues, mais à un moment donné, on risque de s'épuiser un peu quand même. Voilà, cette question de la reconnaissance, elle est centrale, dans toutes les professions, évidemment. René, oui. Comment on reconnaît les talents? Alors, vous avez peut-être des moyens aussi financiers plus que… Alors, non, pas forcément, parce que je dirais, nos crédits publics, ça m'amuse aussi, comme tout le monde. Mais non, on a peut-être un petit peu plus de marge de manœuvre de par la diversité des métiers. Alors moi j'étais intéressé effectivement par ce que disait Valérie, entre autres sur la façon de gérer les carrières. Donc on a un petit peu la même approche où on a aussi fait une auto-évaluation par les pairs et une évaluation également par les managers en fait des potentiels de carrière, où on a donné en fait différentes dimensions. Bien sûr une dimension pédagogie, parce qu'on peut avoir des profils qui même si à la base sont des gens qui ont des doctorats, etc.,
être un petit peu plus appétant pour l'objet pédagogique, pour l'innovation pédagogique, etc. Même si on essaie d'avoir un équilibre, hein, là aussi, en termes de charge d'enseignement, charge de recherche, d'avoir un standard commun au sein de l'établissement. Pour Memo, on a 110 enseignants et enseignants-chercheurs à l'ESA, hein, donc c'est une réelle problématique qui est importante. On a également des voies où on va plutôt, orienter une possibilité de s'orienter vers une teinte plus en lien avec le monde de l'entreprise, la formation continue, le mécénat, etc. Donc l'immersion dans le tissu socio-économique ou sur le terrain. Bien sûr, la voie via la recherche. Hein. Donc on a, une stratégie d'accompagnement des initiatives de montée en compétences recherche, sur un accompagnement même, par exemple, des ingénieurs qui n'ont pas le doctorat en interne vers des doctorats, hein, donc en finançant ces doctorats, ou également en les accompagnant à déposer un dossier de HDR de façon à obtenir ce diplôme-là. Ce qui nous permet aussi, nous, d'être performants dans nos unités de recherche en termes de taux d'encadrement de doctorants, etc. Et puis, on a aussi une voie internationale où, effectivement, on peut, orienter, ou un collègue peut s'orienter s'il a plus d'affinité vers l'objet international, essentiellement quand même centré sur la pédagogie, le montage de programmes de formation internationaux avec des consortiums internationaux, etc. Voilà, donc on a tous ces leviers-là. Le levier financier reste un levier malgré tout limité, puisque dans le corps professoral, et effectivement, c'est important, c'est pas à négliger, on est bien d'accord. Néanmoins, il y a ce besoin aussi de pouvoir s'exprimer en lien avec sa compétence, son expertise, etc. Ce ne permet pas uniquement le levier financier. Et puis, on a aussi un autre levier qui est le levier des prises de responsabilité. On a mis en place depuis un petit peu plus d'une quinzaine d'années un système de fonctionnement en mode matriciel où on a des départements, on a des programmes de formation, on a des unités de recherche. Donc, tout ceci fonctionne en mode matriciel en termes d'organisation, à la fois hiérarchique et opérationnelle. Donc, la voie de reconnaissance, en tout cas de la compétence, c'est aussi par, en accompagnant vers une prise de responsabilité et de management. Et on accompagne aussi justement à ces dimensions de management. Donc, on a plusieurs leviers, mais on n'a pas c'est une grille qui nous est propre, qu'on peut retrouver dans d'autres établissements. Hein. Je retrouve des choses qui sont faites à l'ESCP. Mais néanmoins, ce sont des grilles sur lesquelles on partage peu, par exemple, entre établissements. Et pour nous, c'est une réelle problématique, hein, au niveau des écoles d'ingénieurs. Comment reconnaître la compétence, comment valoriser ces compétences-là, comment valoriser aussi l'initiative collective, hein. Je rejoins ce qui a été dit. On a besoin de stars, mais certes, pour nous, ce qui est important, c'est les communautés, le partage, le collectif, communauté recherche et communauté pédagogique. Donc c'est un dossier qui est en amélioration continue permanente, justement, pour pouvoir répondre aux besoins de l'ensemble de notre corps professoral et de notre corps d'enseignants-chercheurs. Valérie, vous avez peut-être plus de leviers financiers, entre autres parce que je pense que quand on publie dans une revue de RANA ou une revue mondialement connue, on a une petite prime quand même quand on est professeur à l'ESCP. Oui, alors on a très certainement plus de leviers financiers, quoique on n'a pas tant de leviers financiers que ça, parce qu'on a aussi pas mal de pression budgétaire, hein, et notamment, on a à gérer au jour d'aujourd'hui deux populations, une population de professeurs qui sont des employés de la CCIR, hein, ou des agents de la Chambre de commerce, et une population qui est plus privée, où là, on a un peu plus de marge de manœuvre. Mais la population qui est encore CCIR, qui est dominante, en tout cas pour le campus de Paris, c'est moins le cas sur les autres campus, elle est très, très réglementée par la Chambre de commerce, et donc on n'a pas tant de marge de manœuvre que ça. Mais pour répondre à votre question plus directement sur les primes de publication, alors oui, au jour d'aujourd'hui, on applique
un barème de primes pour les publications. Mais l'idée aussi du modèle que nous avons développé et qui est en test aujourd'hui, c'est de s'éloigner un petit peu de ça. On voit que dans les plus grandes business schools à travers le monde, les motivations financières existent certes, mais il n'y a pas tellement de primes de publication. C'est fait plutôt dans les écoles de commerce de moindre rang. Donc, on essaye de s'éloigner, et notamment le fameux profil S que je décrivais tout à l'heure, qui est le profil des top chercheurs. On leur permet d'avoir une prime fixe sur leur salaire, mais pas une prime à la publication, qui à mon avis n'est pas forcément un chercheur. Alors, dans la grosse majorité des cas, il fait de la recherche parce qu'il est passionné par la recherche. Il sait que ça va augmenter sa propre valeur sur le marché. Il sait que ça va aussi lui permettre d'évoluer en termes de promotion en titre et dans certains cadres en termes d'augmentation de salaire. Mais je pense que sa motivation intrinsèque, ce n'est pas tellement la prime de publication. On a essayé de mettre ça en place parce que justement, du fait de notre structure, on n'était pas capable de s'aligner sur les prix du marché en termes de recrutement internationaux, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout les niveaux de salaire qu'ont les business schools, bien entendu pas les américaines, mais même pas, très régulièrement, on est en dernier stade de recrutement, on fait une offre à un candidat et il est recruté par Rotterdam School of Management, par Bocconi, par LSI, et même HEC et l'ESSEC d'ailleurs, qui ont des salaires qui sont bien plus élevés que les nôtres. Donc, c'était une façon aussi d'attirer ces très bons candidats en leur disant quand vous publiez, vous aurez une prime de publication. Mais je pense que là aussi, sur la durée, l'évolution dans le temps, il faut qu'on réfléchisse à un système qui, à mon avis, est plus sain et plus en phase avec le marché international. Oui, ce que vous disiez, vous cherchez des moutons à 5 pattes, parce qu'aujourd'hui, un professeur, c'est un enseignant, c'est un chercheur, c'est aussi quelqu'un qui va vers les entreprises, qui peut ramener des financements de chaires de recherche. Enfin, c'est vraiment des profils qu'il faut trouver, je ne sais pas comment vous faites pour les trouver d'ailleurs. Mais... c'est vrai, c'est un peu le constat qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on cherche le mouton à 5 pattes, et comme chacun sait, le mouton à 5 pattes n'existe pas vraiment, à part, on a peut-être 2-3 exceptions dans nos 160 professeurs qui savent tout faire de façon brillante. Donc, l'idée, c'est plutôt de jouer sur la complémentarité, comme Mark Smith le faisait remarquer là sur le chat, des profils les uns par rapport aux autres, et sur une évolution de carrière, c'est-à-dire qu'on va mettre plutôt l'accent sur la recherche académique pure dans la première partie de sa carrière, ou peut-être au bout de 10 ans ou de 15 ans, et à un autre moment développer les relations entreprises, et encore à un autre moment gérer un des plus gros programmes, etc. C'est quand même un petit peu difficile de faire tout en même temps de façon exceptionnelle. Donc ça, on en est un petit peu revenu de ce mythe-là, et on préfère justement que les gens se sentent mieux et que la complémentarité s'exerce à la fois sur l'évolution de carrière et sur les profils les uns par rapport aux autres. Sachant qu'au moment du recrutement, quand même, on identifie, et là vous avez raison, le mouton à 5 pattes en puissance, c'est-à-dire quelqu'un qui, en tout cas au cours de sa carrière, sera capable de tout faire de façon, après c'est un pari évidemment, mais de cocher à toutes les cases un jour, pas forcément tout en même temps, parce que ça c'est pas possible, mais en tout cas un jour. Alors, on arrive à dire qu'il y a presque 45 minutes, ça passe hyper vite. Juste un petit mot de conclusion, je vais vous demander à tous les trois. Valérie, d'abord, sur ce sujet, vous avez beaucoup travaillé sur la gestion du corps professoral. Tout à fait. Je pense que c'est un sujet vraiment passionnant, et comme on le voit, je dirais, avec les interventions de René et de Aude, qui est quand même spécifique à chacun des contextes. Mais comme vous l'avez dit, Olivier, en introduction, je pense que le corps professoral, et là-dessus, je pense qu'on est tous alignés, c'est vraiment le maillon fort et la compétence clé de tout établissement, qu'il s'agisse d'une université, d'une école. Sans corps professoral épanoui et de très bon niveau, je ne vois pas comment on peut satisfaire nos étudiants, rayonner, que ce soit au niveau local ou international, et se développer dans le temps. Donc, c'est vraiment le point, à mon avis, central. Et je me réjouis à la fois de la diversité et de tout ce qu'on peut faire pour aider nos professeurs à se sentir bien dans ce qu'ils font et à se développer personnellement. Donc ça, on n'en a pas beaucoup parlé, mais je pense que c'est un élément aussi très important, et encore plus au jour d'aujourd'hui,
avec tout ce qu'on a vécu, la crise du Covid, la digitalisation, etc., on va demander à nos professeurs aussi d'évoluer dans le temps et de s'adapter à je dirais, l'enseignement du futur qui très clairement va pas être le même que celui d'aujourd'hui. Donc ça, on a encore beaucoup de défis à relever dans les prochaines années, selon moi. Oui, René, on n'a pas parlé effectivement des mutations qu'on a vécues ces derniers mois en termes d'enseignement. Bon, on n'a pas eu le temps, mais c'est un autre sujet, effectivement. René, votre conclusion? Oui, ma conclusion très rapide, hein, effectivement, le corps professoral, c'est le cœur du réacteur. Et puis, donc, on a la chance, et je pense que je dirais, c'est un dénominateur commun, qu'on soit école de commerce, université ou école d'ingénieur. On est vraiment, je dirais, on a vraiment de la chance d'avoir un corps professoral particulièrement investi et passionné. Et ça, c'est une réelle richesse qu'il faut pouvoir aussi valoriser. Donc, avec cette dimension collective forte, et je rejoins les propos de Valérie, hein, je dirais, c'est aussi grâce au corps professoral qu'on a pu réagir très, très rapidement avant l'été, lors de la première vague de contamination par la Covid, et qu'on a pu encore aussi rebondir dès cette rentrée de septembre, justement, pour pouvoir assurer des enseignements qui, malgré un contexte distanciel, restent de qualité pour nos étudiants. Moi, je tenais à remercier notre corps professoral, et on va essayer encore mieux les valoriser demain. Voilà. Oui, Aude, c'est ça le positif des derniers mois, c'est que vous avez su réagir avec une célérité assez incroyable et vous réadapter. Donc ça, c'est une conclusion positive. Et juste une question, vous me disiez que sur le CNU, il y avait encore ce matin des députés qui avaient saisi le Conseil constitutionnel pour Oui, éventuellement… pour essayer de faire valoir que effectivement la qualification, il y a un enjeu constitutionnel. La qualification garantit l'indépendance. C'est une garantie d'indépendance et c'est inscrit dans la Constitution. Et c'est pour ça que le Conseil constitutionnel est sollicité par des députés, car effectivement, comme vous avez vu, hein, c'est un petit aveu d'impuissance en termes de dispositifs pour stimuler, parce que quand je vous entends, moi je me dis, j'ai envie de postuler dans vos institutions parce que vous prenez soin des enseignants-chercheurs. Et nous, on est quand même dans un monde hyper violent où on nous rajoute des contraintes de plus en plus sans forcément les supports qui vont avec. Donc, on se débrouille beaucoup tout seul et on est investi. Donc, on fait les cours en digital du jour au lendemain, on improvise, on assure le suivi des étudiants, on les a au téléphone lorsque c'est nos apprentis, on fait quand même les visites en entreprise, etc. Le mouton à 5 pattes, quelque part, nous, on a été obligés de se transformer, en fait. C'est un non-choix du fait de l'exigence institutionnelle. Alors, voilà. Quand même, on est quand même beaucoup à cocher. Alors, après, il y a le niveau, le critère d'excellence, il y a le curseur. Mais en tout cas, le côté cocher toutes les cases quasiment en permanence, moi, je ne connais pas de collègues qui ne l'est pas. Et d'ailleurs, c'est dommage pour les jeunes collègues qui, du coup, sont très chargés en termes d'engagement collectif et n'ont pas le temps forcément d'aboutir à un vrai épanouissement en termes de profil recherche. Donc, on est tous à chemin à tirer. Je ne sais pas si vous avez vu aussi dans Le Monde, il y avait cet article cet été, une maître de conférence qui n'était pas du tout en sciences de gestion, mais qui disait, bah voilà, j'ai rogné sur mes samedis, sur mes vacances pour faire de la recherche. Je prends du temps où je dors moins, mais je prends du temps où pour arriver justement à cocher toutes ces cases. Donc, je pense qu'à l'université, on est dans un monde hyper violent où malheureusement, on ne prend pas assez soin du corps professoral, je trouve, et où on ne se rend pas compte des journées passées par chacun pour justement arriver à assurer les missions honorablement d'enseignement, toujours à faire de la recherche et à être présent institutionnellement. Donc, l'indépendance, c'est ce qui nous restait un peu. Et là, on est en train de nous le prendre avec la fin de la qualification. J'ai remarqué un peu l'ironie dans les propos de, mais ce n'était pas vos propos qui étaient ironiques, l'ironie de la situation, lorsque René Siré a évoqué comment créer une instance collective de reconnaissance des compétences pour nous aider à recruter. C'est ce que fait la qualification, on l'enlève, voilà. Merci beaucoup Aude, merci Valérie, merci René, merci à tous ceux qui nous ont écoutés. On se retrouve dans 15 jours pour parler de formation continue. Bonne fin de journée, au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir, bonne journée à tous. Au revoir.